Salut c'est Go, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité qu'il faut savoir en moins de 10 minutes. Et en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est le cas en général très souvent en ce moment. Le programme du jour est très chargé. Et on commence donc avec un sujet qui est très important, c'est les tensions intenses entre le président de la Turquie, Erdogan, et le président français, Emmanuel Macron. En fait, ce week-end, à deux reprises, Erdogan a appelé Emmanuel Macron à faire des examens de santé mentale après ses propos défendant les caricatures du prophète de l'islam ou encore plus largement la liberté d'expression. Il faut savoir que la Turquie est un pays en immense majorité composé de musulmans et comme dans plusieurs autres pays du monde, on le disait hier, les caricatures de Charlie Hebdo et le soutien d'Emmanuel Macron à la liberté de caricaturer ont indigné. Hier, Erdogan est allé encore plus loin, appelant sa population à boycotter les produits français et déclarant, je cite, que la campagne de haine dirigée par Macron contre les musulmans est, je cite là aussi, semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Suite à ces propos, le président français a reçu énormément de soutien de la part de ses voisins européens, le gouvernement allemand a qualifié de diffamatoires les propos d'Erdogan, et de son côté, le premier ministre italien Giuseppe Conte a tweeté en français, dénonçant des propos inacceptables. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois que le président turc s'attaque au gouvernement français, puisque déjà début octobre, il avait déclaré que le projet de loi contre les séparatismes en France, annoncé par le président de la République français pour lutter notamment contre l'islamisme radical, était, je cite, un manque de respect pour les musulmans. Par ailleurs, on en a déjà parlé à de très nombreuses reprises sur la chaîne et on continuera à le faire, la Turquie et la France s'opposent aussi dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. La Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan pour reconquérir le Haut-Karabakh, est accusée d'envoyer des miliciens syriens que le président français qualifie de djihadistes et il a d'ailleurs réclamé des explications à la Turquie et la Turquie, de son côté, dément envoyer des hommes. Mais ça ne s'arrête toujours pas là, la France s'oppose aussi à la Turquie sur la question de l'exploitation d'hydrocarbures dans la Méditerranée. Je vous la fais courte parce que c'est pas vraiment le sujet, mais la Grèce et la Turquie se disputent des zones économiques exclusives dans la mer Méditerranée. La France s'est donc rangée du côté de la Grèce et menace la Turquie de sanctions si elle n'arrête pas ses opérations de recherche de gaz naturel. Bref, vous l'aurez compris, les tensions entre les deux pays sont très importantes et les raisons sont multiples. Au passage, je voulais vous parler d'un autre pays qui a réagi aux propos du président français défendant Charlie Hebdo. Il s'agit cette fois-ci du Bangladesh, vous le voyez avec ces images impressionnantes. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont manifesté à Dhaka, la capitale du pays, pour protester contre le président français. Les manifestants qui appelaient au boycott des produits français ont même brûlé une effigie d'Emmanuel Macron et cette marche a été organisée par un parti islamiste, l'Islami Andolان Bangladesh, et selon la police, plus de 40 000 personnes ont participé. Alors on repart à l'étranger dans quelques instants, mais rapidement en France, je voulais vous parler du dégât de l'épidémie sur les personnes atteintes de d'autres maladies. En fait, pour faire face à la forte augmentation du nombre de patients atteints du Covid-19, de nombreux hôpitaux en France, notamment à Paris et dans le Grand Est, ont commencé à déprogrammer et donc à décaler des opérations qui ne sont pas liées au Covid. L'objectif, vous l'aurez compris, vu que parfois on manque de lits, c'est de faire de la place pour les patients atteints du Covid et qui sont dans une situation d'urgence. Mais le problème, c'est que beaucoup de maladies, comme les cancers ou les maladies cardiaques par exemple, nécessitent des rendez-vous réguliers à l'hôpital pour soigner et observer l'état de santé du patient. D'après une enquête réalisée sur plus de 2000 personnes âgées de plus de 50 ans en France, près de la moitié des personnes ont eu un soin annulé ou reporté, ou alors n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous depuis le début de l'épidémie. Or, sans certains de ces rendez-vous et de ces opérations, les chances de survie pourraient parfois diminuer chez les patients et les maladies peuvent se compliquer. Le professeur Pierre-Louis Druet, membre du conseil scientifique, explique même qu'avec ce manque de suivi, la mortalité augmenterait de près de 10% chez les personnes de plus de 75 ans atteintes de maladies chroniques, donc de maladies dont les effets sont étalés dans le temps. Alors évidemment et heureusement, tout n'est pas déprogrammé et dès qu'il y a des opérations urgentes à faire, elles sont encore faites aujourd'hui, mais tout de même ça me semblait important d'en parler parce que au-delà des conséquences directes du Covid qu'on entend dans les médias toute la journée, il y a aussi des conséquences indirectes qui pénalisent d'autres malades. On a déjà pas mal parlé de l'actualité à l'étranger, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui le programme est très chargé et donc on continue rapidement aux États-Unis avec la nomination importante d'une nouvelle juge à la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays. Suite à la mort de la juge démocrate Ruth Bader Ginsburg le 18 septembre dernier, Donald Trump a donc nommé une nouvelle juge pour la remplacer. Cette juge, c'est la républicaine Amy Coney Barrett, connue notamment pour ses positions anti-avortement, et sa nomination a été approuvée hier par le Sénat. Alors cette nomination peut paraître assez lointaine, mais pour les Américains, c'est extrêmement important. En effet, la Cour suprême est
est chargée de trancher et de prendre des décisions sur de très nombreux sujets et notamment sur des sujets de société. Or, désormais, la Cour suprême compte 6 juges conservateurs, donc proches du parti républicain de Donald Trump, sur un total de 9 juges. Au passage, on notera que cette nomination s'est faite dans un contexte particulier puisque à la mort de la juge démocrate Ruth Bader Ginsburg, les démocrates avaient demandé à ce que ce soit le prochain président élu qui décide du nom du juge pour la remplacer. Or, Donald Trump a fait le choix d'accélérer le processus dès maintenant pour nommer une personne de son camp, et ce au cas où il n'était pas réélu la semaine prochaine lors de l'élection présidentielle. En tout cas, la Cour suprême pourrait avoir un rôle à jouer dans les prochaines semaines puisque en cas de contestation des résultats de l'élection présidentielle, elle pourrait avoir à trancher et prendre une décision. Bref, vous l'aurez compris, affaire à suivre dans les jours à venir. Autre sujet dans le point à l'étranger, et avant de partir sur la Lune, oui, vous allez voir, on fait un point très rapidement sur des manifestations en Italie et en Espagne contre les mesures anti-Covid. En Italie, on vous l'a annoncé notamment dans nos résumés d'actualité sur Instagram, les restaurants et les bars ferment à partir de 18 h et les théâtres, cinémas et salles de sport ferment totalement pendant un mois, ce qui logiquement ne plaît pas à une partie de la population. Hier, comme depuis plusieurs jours, des milliers d'Italiens se sont donc rassemblés pour manifester. Les affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants à Milan et à Turin, où des tramways ont été vandalisés et des poubelles incendiées. Dans la petite ville portière de Pesaro, à l'est de l'Italie, un restaurateur a même convié 90 personnes à dîner pour marquer son refus de fermer à 18 h. La crainte d'un nouveau confinement est également très présente chez les Espagnols, où plusieurs manifestations ont éclaté en Catalogne notamment ces derniers jours. Là-bas, un couvre-feu de 22 h à 6 h a été décidé dimanche et les bars et restaurants sont entièrement fermés. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas qu'en France que les mesures ne font pas l'unanimité, mais on verra dans les jours à venir comment ça évolue. Je vous l'ai promis, avant de passer à la note positive et au débat, on quitte cette fois-ci la Terre pour parler de la Lune, où la NASA vient de faire une nouvelle découverte. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, la NASA a en fait découvert qu'il y avait de l'eau en quantité importante sur la Lune. Bon alors l'eau sur la Lune c'est pas nouveau puisque déjà en 2008 par exemple, les spécialistes avaient découvert des molécules d'eau dans les roches lunaires ramenées par des astronautes, mais en fait à ce moment-là c'était vraiment une infime quantité. Là en l'occurrence c'est différent puisque pour la NASA, donc l'agence spatiale américaine, la Lune pourrait en réalité accueillir une superficie d'eau de 40 000 km². En fait il s'agit d'eau sous forme de glace qui est figée dans la roche de milliers de cratères au pôle sud et nord de la Lune, où la température en général avoisine les moins 160 degrés. Et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que cette découverte est très importante, car si on arrive à extraire cette eau, ça pourrait représenter une ressource pour de futures missions spatiales. En effet, certains scientifiques imaginent par exemple que la Lune pourrait être un point d'étape avant Mars par exemple, et donc la Lune pourrait permettre à ce moment-là de pouvoir récupérer de l'eau. Bref voilà, petit sujet intéressant je trouve, après je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment scientifiques, mais si vous voulez plus d'informations, évidemment, je vous mets des liens en description pour creuser. Avant le débat donc, vous le savez, c'est l'heure de la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler du nombre de personnes au chômage en France qui a baissé ces 3 derniers mois. Alors en fait ça concerne plus précisément le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité, et bien ce nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 11% en 3 mois. Cette évolution elle est notamment liée à la petite relance de l'économie qui s'est produite au moment du déconfinement et qui a pu donc permettre la création d'emplois. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour l'emploi en France, mais malheureusement elle reste beaucoup à nuancer puisque par rapport à l'an dernier, la hausse des demandeurs d'emploi reste très élevée, plus 8,8%, et on peut craindre avec les nouvelles mesures à venir et donc éventuellement un reconfinement, et bien un nouvel impact économique. Le débat hier c'était le suivant: un reconfinement est-il inévitable? Vous avez été très nombreux à participer et à voter comme d'habitude, vous le voyez, vous êtes quand même une immense majorité à penser que oui c'est inévitable, mais cela dit dans les commentaires, je l'ai vu, vous étiez aussi assez nombreux à pointer du doigt selon vous la responsabilité du gouvernement qui n'aurait pas pris les bonnes décisions assez tôt, et notamment le fait d'imposer le télétravail quand c'est possible. D'ailleurs sur ce point, selon de nombreux médias, le président de la République Emmanuel Macron devrait prendre la parole cette semaine et potentiellement demain, donc mercredi. Rien n'est défini cela dit, mais évidemment si on a du nouveau, on vous fera dans tous les cas un petit résumé des annonces. Le débat du jour quant à lui c'est le suivant, c'est un sujet de géopolitique. L'Europe doit-elle mettre en place des sanctions contre la Turquie? C'est un sujet assez large qui vise plus largement à parler des relations entre la France et la Turquie. Pour participer c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que si ça vous intéresse les sondages du jour précédent pour voter et participer. Vous le savez, l'actualité ça se passe aussi sur Instagram avec nos résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. En tout cas écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes.